Hi everyone and welcome back. We are joined again by Scott Ritter. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes de retour avec Scott Ritter, ancien officier des Marines américains et inspecteur en armement pour l'ONU. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci de m'accueillir. J'aimerais vraiment discuter avec vous du nouveau tournant pris à Washington concernant la manière d'interagir avec la Russie dans cette guerre par procuration. Après tous ces efforts pour promouvoir une solution diplomatique, d'abord avec la rencontre de Trump avec Poutine, puis avec les Européens, on constate aujourd'hui que la rhétorique de Trump a un peu changé. Il va désormais envoyer plus de 3000 de ses missiles IRAM à moyenne portée en Ukraine. On parle de sanctions, et bien sûr que l'Ukraine devrait passer à l'offensive. Encore une fois, on ne sait jamais vraiment quelle part de tout cela relève de la politique intérieure et quelle part constitue une véritable escalade. Mais j'imagine qu'en tant qu'inspecteur en armement, que pensez-vous de cette, appelons-la une menace, un avertissement ou un engagement d'envoyer ces 3500 missiles à l'Ukraine? These 3,500 missiles to Ukraine. Well, I think it's important that we link it with the post that, Eh bien, je pense qu'il est important de relier cela au message que Trump a publié avant cette annonce, qui insinuait que, vous savez, sous Joe Biden, l'Ukraine n'avait pas la possibilité d'attaquer la Russie, et que par conséquent, on ne peut pas vraiment se défendre si on ne peut pas attaquer la Russie. L'implication, c'est qu'il envisageait de donner à l'Ukraine les moyens de mener des opérations offensives contre la Russie. Et puis, soudainement, on a eu cette annonce concernant les 3200 missiles ERAM, les ERAM. Donc, si on fait le lien entre les deux, on se dit, voilà, Donald Trump donne maintenant à l'Ukraine la capacité de lancer des opérations offensives contre la Russie, dans le but, en quelque sorte, de rééquilibrer les forces. level the playing field, so to speak. Except that's just not what's happening. It's a bunch of Sauf que ce n'est tout simplement pas ce qui se passe. Ce ne sont que des paroles en l'air, sans aucune substance. Vous savez, quand on regarde l'annonce, d'abord c'est du genre « nous envisageons » ou « nous allons » ou « nous pourrions » ou quelque chose comme ça. Il n'y a encore aucun contrat ferme signé avec l'Ukraine. Ensuite, si vous regardez les principaux sous-traitants impliqués et que vous creusez un peu, l'un d'eux a un contrat de 34 millions de dollars pour développer un seul prototype de missile. Un seul prototype de missile. La date de livraison de ce missile est prévue pour octobre 2025. Ce n'est pas le mois prochain, donc ils n'ont même pas encore construit de prototype. Une fois que ce prototype sera construit, ils commenceront alors les essais opérationnels pour s'assurer qu'il répond aux paramètres, etc. Et puis, il faut construire tout l'équipement de soutien qui accompagne le prototype. On ne peut pas le construire avant le prototype, car pourquoi le ferait-on? Ensuite, une fois que tout cela est terminé et que la production est approuvée, la capacité maximale lorsque toute la chaîne de production fonctionne à plein régime est de 1000 RAM par an. Maintenant, souvenez-vous, ils n'ont pas encore commencé la production en série. Alors, demandez-vous combien d'ERM l'Ukraine va recevoir cette année. Et la réponse est aucun. Combien vont-ils en recevoir l'année prochaine? Je ne sais pas. S'ils parviennent à lancer la chaîne de production, ce sera moins de 1000. Donc, pour en obtenir 3200, vous voyez, on parle de l'horizon 2029. Donc, encore une fois, voilà. Ce ne sont que des paroles en l'air. C'est du Trump tout craché. C'est le soutien américain typique à l'Ukraine. Beaucoup de discours, de grandes déclarations, beaucoup de drames, mais aucune substance. Il n'y a pas de missile ERAM aujourd'hui. Le prototype n'a pas encore été achevé. Ils ne l'ont pas testé et il n'est pas en production en série. Alors, où cela nous mène-t-il? Eh bien, les Russes continuent de lancer des opérations offensives contre l'Ukraine, tant au sol que dans les airs, et l'Ukraine n'a aucun moyen d'y répondre efficacement. Et d'ici à ce que les ERAM soient disponibles pour l'Ukraine, il n'y aura probablement plus d'Ukraine. Well,
Eh bien, la raison pour laquelle beaucoup de gens seraient inquiets, bien sûr, c'est qu'il est tout à fait possible, comme vous le suggérez, que tout cela ne soit que du vent. En fait, cela semble très probable, étant donné qu'ils ne l'ont même pas en production. Mais ce qui inquiète beaucoup de monde, c'est que, une fois la guerre entrée dans ses phases finales, et que l'armée ukrainienne commence à s'effondrer, il pourrait y avoir une certaine panique. Et je suppose, une escalade qui n'a pas vraiment été anticipée. Que voyez-vous se passer actuellement sur le champ de bataille? Et comment pensez-vous que les différentes puissances occidentales réagiront si, je suppose, la situation se détériore très rapidement? Eh bien, ce que nous voyons, c'est que la Russie continue d'exercer une pression tout le long du front sur la ligne de contact avec l'Ukraine. Dans certaines zones, les Ukrainiens tiennent bon, dans d'autres, ils ne tiennent pas. Mais au final, même lorsqu'ils résistent, les Russes parviennent à les déborder, à les menacer d'encerclement, et les Ukrainiens doivent se replier sous le feu. Ainsi, rien qu'hier, en faisant un décompte approximatif basé sur les données fournies par les Russes depuis la ligne de contact, les Ukrainiens ont perdu plus de 1200 hommes. Or, cela ne concerne que la ligne de contact. Cela n'inclut pas les forces touchées par les Russes à l'aide de leurs drones en profondeur, dans la profondeur stratégique. Les Ukrainiens sont en passe de perdre entre 2000 et 3000 hommes par jour. Ce n'est pas tenable. Ils n'ont pas la capacité de remplacer ces effectifs. Même s'ils parvenaient à recruter des gens dans la rue, il ne s'agirait pas d'individus formés. Les envoyer dans une guerre aussi complexe garantit simplement qu'il y aura encore plus de pertes. Voilà où nous en sommes. Il reste encore des forces ukrainiennes capables d'opposer une résistance compétente, et cela demeure un conflit moderne d'une très grande intensité. Mais les Russes l'emportent sur toute la ligne de contact. Je tiens à rappeler que le mois le plus meurtrier pour les forces américaines pendant la Seconde Guerre mondiale a été avril 1945, le dernier mois complet de la guerre. C'est à ce moment-là que l'armée allemande avait pratiquement été vaincue et était en retraite. Mais les Allemands ont réussi à se défendre et à lancer des contre-attaques localisées. Malgré le fait que les Américains avaient l'initiative sur l'ensemble du champ de bataille, si vous laissiez une opportunité aux Allemands, ils vous mettaient à terre. Et si les Russes laissent une opportunité aux Ukrainiens, les Ukrainiens leur rendront la pareille. C'est une guerre meurtrière. Les Ukrainiens montrent qu'ils sont des adversaires très compétents et aguerris. Mais l'héroïsme seul ne suffit pas à gagner. Il faut du nombre, il faut de la logistique, il faut du commandement et du contrôle. Il faut toutes les choses dont les Ukrainiens manquent. Donc les Russes, vous savez, sont en train de gagner. Dans les airs, ce n'est même pas un combat. L'Ukraine n'a pas la capacité d'assurer une défense aérienne coordonnée sur des cibles stratégiques, des cibles importantes. Et la Russie peut simplement les éliminer à sa guise. Vous savez, si vous combinez ces deux facteurs, cela annonce tout simplement la ruine pour l'Ukraine. Que va-t-il se passer? Rien. Je veux dire, que va faire l'Europe? Les Européens viennent d'admettre qu'ils ne peuvent pas envoyer de troupes en Ukraine. Ils n'ont pas de troupes à envoyer en Ukraine. Et même s'ils en avaient, ils ne pourraient pas les soutenir logistiquement. C'est juste un rêve irréaliste. L'Europe ne peut rien faire sans le soutien de l'Amérique. Et l'Amérique ne va pas les soutenir, pas sur ce dossier. Donc je pense que ce que vous allez voir, c'est beaucoup de grincements de dents, beaucoup d'arrachage de cheveux, beaucoup de déclarations audacieuses faites par, vous savez, des politiciens qui... Vous savez, il ferait bien de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, car leurs bases politiques s'effondrent dans chacun de leurs pays respectifs. Je ne vois pas Macron, Starmer ou Merz tenir encore très longtemps. Vous savez, l'économie allemande est en chute libre.
La Grande-Bretagne est au bord de la révolte ouverte. Et la France ne va guère mieux. Et ce sont ces personnes qui sont censées se mobiliser et d'une manière ou d'une autre, construire une armée européenne viable. Nous savons qu'ils n'ont pas d'armée européenne. C'est pourquoi je pense que von der Leyen a déclaré récemment dans un discours que l'armée ukrainienne est la première véritable armée européenne. Vraiment? Parce que c'est nous qui les avons formés. Nous les avons équipés. Et maintenant, nous devons savoir comment les utiliser correctement. Bon sang. Je veux dire, comment vous sentiriez-vous en tant qu'Ukrainien, sachant que vous mourrez pour un rêve européen et que cela n'a rien à voir avec la souveraineté ukrainienne, ni avec l'indépendance de l'Ukraine, ni avec la démocratie ukrainienne, ni avec quoi que ce soit concernant l'Ukraine. Vous n'êtes qu'un outil créé par les Européens, que les Européens utiliseront et exploiteront pour servir les intérêts de l'Europe, pas ceux de l'Ukraine. C'est la réalité. L'Europe ne peut rien faire. Il n'y a rien que l'Europe puisse faire. La victoire de la Russie est inévitable et elle se produira selon des conditions qui seront acceptables pour la Russie. Alors, comment comprenez-vous la rhétorique des Européens? Parce qu'ils parlent toujours de l'adhésion à l'OTAN, de garanties de sécurité, ils veulent des réparations. Ils disent aussi, l'Ukraine peut encore gagner, mais même lorsqu'ils affirment qu'il faut envoyer des troupes en Ukraine, qu'ils sont prêts, dès que ces déclarations sont faites par l'UMEBA, il y a eu, je crois, la ministre allemande de la Défense qui a déclaré que l'UNDEBR n'a pas de mandat pour envoyer des troupes, que les Américains n'assureraient pas la couverture, et même si tout cela fonctionnait, nous n'avons pas vraiment les troupes nécessaires. Alors, comment comprenez-vous ce que font les Européens en ce moment? Cela ne semble pas très authentique, ou il ne semble pas très probable qu'ils puissent mettre à exécution ce qu'ils menacent de faire. Mais en attendant, ils monopolisent toute l'attention, ce qui empêche de proposer un véritable accord favorable, quelque chose qui répondrait aussi aux préoccupations sécuritaires de l'adversaire et qui pourrait s'attaquer aux causes profondes que la Russie ne cesse de soulever. Mais s'ils savent que la situation sera bien pire demain qu'aujourd'hui, comment donner du sens à tout cela? Parce que je le dis souvent, je comprends les Russes. Ils considèrent cela comme une menace existentielle. Je comprends les Ukrainiens. Ils risquent de perdre leur nation à cause de cela. Je peux comprendre que les Américains veuillent prendre du recul, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre la position européenne aujourd'hui. Eh bien, j'ai examiné la question encore et encore, et je ne peux trouver qu'une seule réponse logique. C'est que les élites politiques et économiques européennes ont fonctionné pendant des décennies sous le parapluie de la protection américaine, des garanties de sécurité américaines et du soutien économique des États-Unis. Elles ne peuvent pas exister sans l'appui des États-Unis. Elles ne connaissent pas d'autres modes de fonctionnement. Elles sont incapables d'agir en tant qu'entité souveraine avec une véritable indépendance. Donc, lorsque vous avez des politiciens qui ont atteint leur maturité politique, en opérant selon certaines hypothèses qui étaient vraies depuis des décennies, et que ces hypothèses ne sont plus viables, comme la garantie que l'Amérique vous soutiendra toujours. Je veux dire, regardez, du point de vue européen, vous et moi pouvons nous gratter la tête et nous demander, que font-ils? Ils gagnent du temps. Pourquoi? Eh bien, ils ont déjà dû gagner du temps une fois auparavant. Rappelez-vous, ce n'est pas la première fois que Donald Trump se retrouve dans cette situation. C'est la deuxième. Et lors de sa première fois, l'Europe, en collaboration avec l'establishment américain, a laissé filer le temps et a empêché Trump de causer des dégâts permanents et durables. Ensuite, Biden est arrivé, et Biden a donné à l'Europe tout ce qu'elle voulait, sauf, vous savez, une conclusion définitive.
Mais vous savez, il a réussi à engager les Européens à fond dans ce conflit ukrainien. Je veux dire, il a convaincu les Allemands de le laisser faire exploser un gazoduc et de détruire leur économie. Il leur a fait acheter du gaz américain à 3 ou 4 fois le prix. Et l'Europe semblait s'en satisfaire, car il ne s'agit pas du bien-être de l'Europe, mais de la viabilité et de la pérennité des élites politiques et économiques européennes. C'est dans cet environnement qu'elles peuvent survivre. Ce qu'elles font maintenant, confrontées à Donald Trump, qui change encore une fois les règles du jeu, c'est qu'elles choisissent de ne pas changer les règles, de laisser le temps passer, d'attendre que Donald Trump parte. Et elles n'ont pas besoin d'attendre la fin de son mandat. Elles doivent attendre les élections de mi-mandat. Vous voyez, si les démocrates, si l'opposition parviennent à prendre le contrôle d'au moins une des 2 chambres du Congrès, Trump se retrouve alors paralysé. Et puis les Européens n'ont plus qu'à jouer la montre et ils laisseront mourir autant d'Ukrainiens que possible dans le cadre de ce jeu d'attente. Mais c'est leur plan actuel. Ils pensent pouvoir attendre la fin du mandat de Trump. Ils pensent pouvoir continuer à adopter une position dure qui relève plus du fantasme que de la réalité. Et ils savent aussi que s'ils s'en écartent, s'ils deviennent réalistes, leur avenir politique est compromis. Parce qu'alors, vous savez, pourquoi ont-ils fait ce qu'ils ont fait? Pourquoi ont-ils détruit leurs nations respectives? Pourquoi ont-ils détruit le concept d'unité européenne? Pourquoi ont-ils détruit l'OTAN? Pourquoi ont-ils laissé mourir autant d'Ukrainiens? Il n'y aura aucune tolérance pour ces dirigeants et ils seront évincés. Et pour un politicien, c'est la condamnation à mort. Vous savez, on devient politicien pour la gloire, la fortune et tout ce qui va avec. On ne devient pas politicien pour démissionner honorablement et s'en aller paisiblement dans la nuit. Mais ces gens-là ne s'en iraient pas paisiblement dans la nuit. Il y a probablement des poursuites pénales qui pourraient être engagées, qui pourraient des représailles politiques. Ils luttent pour leur survie même. C'est donc une lutte existentielle pour l'Europe, pour l'élite politique et économique européenne. S'ils faisaient ce qu'il faut et essayaient de sauver des vies et de promouvoir la paix, ce serait fini pour eux politiquement. Et pour un politicien, c'est la condamnation à mort. Oui, c'est toujours une bonne question. Que se passera-t-il une fois cette guerre par procuration terminée? Parce qu'on y a investi beaucoup de capital politique, beaucoup d'argent, beaucoup d'armes. Il est très difficile d'imaginer un retour à la situation d'avant. Mais de l'autre côté, les Russes ne semblent pas vouloir attendre que l'Europe et les États-Unis espèrent rétablir les relations plus tard. Au contraire, ils semblent avancer assez rapidement, en réorientant leur économie vers l'Est. Je suppose que vous avez également suivi ce qui se passe en Chine avec la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai. Selon vous, quelle est l'importance de cet événement dans la formation du Nouveau Monde, largement influencé aussi par la guerre en Ukraine? Eh bien, c'est intéressant. J'écris souvent sur des questions liées à la sécurité énergétique. Et je me souviens qu'il y a quelques années, lorsque la Chine et la Russie ont évoqué l'idée d'un accord énergétique massif de ce type, j'ai dit « c'est le jeu, set et match. C'est fini pour l'Europe. Une fois que la Russie sera liée à la Chine, elle n'aura plus besoin de l'Europe. Et l'Europe n'apportera plus rien à la Russie. » Je me souviens que tous mes homologues européens et américains disaient « Non, la Russie ne fera jamais ça. C'est juste sur le papier, cet accord ne sera jamais conclu. Les conditions ne pourront jamais être réunies. La Russie ne tournera jamais le dos à l'Europe. » Et j'ai répondu « Si elle le fera. » Je veux dire, parce que l'Occident va continuer sur la trajectoire politique actuelle qui conduit inévitablement à la nécessité pour la Russie et la Chine de conclure cette relation. Nous y sommes. C'est fait. C'est terminé.
Je veux dire, je ne sais pas ce que l'Europe pense qu'il va se passer, mais le temps où l'Europe avait accès aux réserves énergétiques de la Russie, où la Russie était la source d'énergie bon marché pour l'Europe, c'est fini. La Russie s'est désormais engagée à fournir cette ressource à la Chine. Et cela signifie que l'économie chinoise est désormais à l'abri de toute intervention énergétique occidentale. Ils n'ont plus à s'inquiéter des routes maritimes stratégiques ou de ce genre de choses. Ils ont un gazoduc qui traverse directement, et bien, imaginez être la Mongolie. Quelle aubaine! Vous savez, le gazoduc traverse leur territoire et ils gagnent des milliards de dollars en argent facile. De l'argent que l'Ukraine gagnait autrefois en étant un pays de transit pour l'énergie. C'est très préoccupant pour l'Europe parce que, ironiquement, ce qui va se passer, c'est que ce gaz russe va aller en Chine et la Chine va le charger sur d'énormes méthaniers pour le transporter tout autour du monde jusqu'en Europe, qui va l'acheter à 5 fois le prix payé par la Chine. C'est la fin de l'économie européenne. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Et ce n'est pas seulement cette affaire-là. En gros, la Russie, la Chine et maintenant l'Inde s'unissent pour créer une réalité économique à l'abri des sanctions. Le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Ces jours sont désormais comptés. Donald Trump a vraiment, véritablement, tout gâché. Et nous arrivons à un point de non-retour, c'est-à-dire qu'une fois que la Chine, l'Inde et la Russie seront suffisamment avancées sur la voie de l'indépendance vis-à-vis du dollar, elles ne feront pas marche arrière. Même si les États-Unis annonçaient aujourd'hui « toutes les restrictions sur l'utilisation du dollar sont levées », vous pouvez utiliser le dollar comme bon vous semble. Plus aucune restriction bancaire. Utilisez simplement le dollar, s'il vous plaît. Je pense que les Chinois et les Russes répondraient sans hésiter. Non, merci. Parce que nous comprenons ce dont vous êtes capable, et nous allons nous assurer que vous n'aurez plus jamais la possibilité d'étouffer nos économies respectives. Et j'imagine que l'Inde pourrait aussi se joindre à nous, car il ne s'agissait pas d'une politique bien réfléchie, imposer des tarifs énergétiques à l'Inde pour le soi-disant crime d'acheter de l'énergie russe. Donc, vous savez, Donald Trump, je ne suis pas économiste, mais en lisant ce que disent les gens à propos du marché obligataire et de la hausse des taux d'intérêt, nous assistons à l'effondrement du système économique qui a maintenu l'ordre international fondé sur des règles pendant des décennies. Et vous savez, qu'est-ce qui va le remplacer? C'est une question légitime. Eh bien, pour moi, il ne s'agissait pas seulement de ce rapprochement trilatéral, Chine, Russie, Inde, mais aussi des accords. Tu as évoqué les accords énergétiques, ce contrat Power of Siberia 2 qu'ils ont signé, et les gens ne semblent pas se rendre compte à quel point c'est énorme. C'est une quantité énorme de gaz qui va de la Russie vers la Chine, mais ce n'est même pas depuis les régions orientales, asiatiques de la Russie. Cela vient de la région de Yamal. Ce gaz était destiné à l'Europe pour alimenter les industries européennes pendant des décennies. Et maintenant, alors que les Allemands célèbrent le fait que les Américains ont détruit leur gazoduc, les Russes envoient désormais tout en Chine. Et il ne s'agit pas d'une simple réévaluation. Ce sont des contrats de 30 ans, à peu près. Donc vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que ce qui est difficile à comprendre en Europe, c'est que dans les années 90, l'idée était « construisons une Europe où la Russie n'est pas à la table, mais reste en périphérie. Elle doit quand même obéir, même si elle n'a pas son mot à dire. » Et maintenant, ils sont partis, et je ne pense pas que les gens réalisent à quel point c'est une perte. Mais du côté américain, il semble que Trump avait vu ce qui allait arriver et voulait changer les choses. Mais ce slogan « America First » semble rencontrer quelques problèmes.
Les gens débattent d'abord de ce que America First signifie réellement, car apparemment, cela peut vouloir dire n'importe quoi. Mais pensez-vous que Trump cherche toujours à réinitialiser fondamentalement les relations russo-américaines, en dépassant plus d'un siècle de conflits et en repensant entièrement la relation? Ou s'agit-il simplement d'une petite pause parce que la Russie est en train de gagner la guerre? Il est difficile de cerner Trump, mais comment voyez-vous la possibilité pour les Américains et les Russes de surmonter certaines de leurs hostilités historiques? Eh bien, je suis toujours réticent à répondre au nom du peuple russe, de la nation russe ou du président russe, parce que je suis américain. Mais après être allé en Russie, avoir parlé avec eux, et plus important encore, les avoir écoutés, je dirais que les Russes considèrent la stabilité avec l'Amérique comme un énorme avantage. Mais ce n'est pas le genre de choses pour laquelle ils seraient prêts à faire des compromis. Les États-Unis et l'Europe ont poussé la Russie dans une nouvelle situation. La Russie est devenue, vous savez, en grande partie autosuffisante pour de nombreux produits qu'elle devait auparavant acquérir sur les marchés occidentaux. La Russie a redéfini sa relation avec la Chine. Elle s'est véritablement tournée vers l'Est et va désormais générer des revenus importants qui permettront à la Russie de poursuivre ses investissements dans les infrastructures et de réinvestir dans les entreprises pour compenser le manque créé par le retrait de l'Occident. Mais la Russie n'a pas besoin de l'Occident pour survivre. Souhaiterait-il avoir des relations normales avec l'Occident? Bien sûr que oui. Cela a toujours été leur objectif. Et c'est pourquoi la Russie laisse la porte ouverte au président Trump. Mais la Russie ne fera pas de compromis pour faire entrer Trump par cette porte. Si Trump veut franchir cette porte, alors la Russie dit qu'il y aura des opportunités mutuellement bénéfiques pour nous deux, mais des opportunités qui seront poursuivies selon nos conditions, ce qui signifie que nous ne sommes plus subordonnés. Ce n'est plus la décennie des années 90. Vous ne récupérerez pas Boris Eltsine. Donc, ils sont patients. Je pense que les Russes comprennent aussi l'opposition sérieuse qui existe aux États-Unis contre les politiques de Donald Trump, et ils savent d'où vient cette opposition. Ce n'est pas seulement des attaques à longue portée menées par les démocrates, mais c'est un combat rapproché mené par l'État profond et par son propre cabinet. Je veux dire, vous savez, Marco Rubio est un russophobe bien connu. Il n'a pas changé d'avis. Il s'oppose à tout type d'accord avec la Russie. Il va rester là, l'air sombre, hocher la tête quand Trump parle, mais ensuite, il conspirera dans le dos du président en complotant avec d'autres russophobes partageant les mêmes idées. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, est l'une de ces personnes dont le vocabulaire semble aujourd'hui se limiter à deux mots, tarifs et sanctions. C'est tout. C'est la stratégie qu'il emploie. Vous savez, Keith Kellogg continue de rôder en périphérie, prodiguant de mauvais conseils. Mais, plus important encore, vers qui se tourne-t-il pour ses experts? Apparemment, Tulsi Gabbard a révoqué ses habilitations de sécurité ainsi que 36 autres personnes récemment. L'une d'elles était auparavant l'officier national du renseignement responsable de la Russie, celle qui supervisait l'évaluation politisée de la communauté nationale du renseignement sur la collusion russe avec Donald Trump en janvier 2017. C'est elle qui a informé Donald Trump sur la Russie la veille de son départ pour l'Alaska. Elle est épouvantable. Mais l'ensemble de la CIA est rempli de personnes tout aussi épouvantables dès qu'il s'agit de la Russie. Nos institutions académiques ne savent produire que des détracteurs de Poutine. Elles ne savent pas former de véritables experts de la Russie. Vers qui Trump se tourne-t-il? Vous savez, Aaron Lucas est l'adjoint de Tulsi Gabbard au bureau du directeur du renseignement national. Encore une fois, c'est un russophobe de longue date.
Cet homme était chef de poste dans un ancien pays soviétique, juste avant de prendre ce poste. On ne devient pas chef de poste dans un ancien pays soviétique parce qu'on est ami avec la Russie. On le fait parce que nous essayons de créer le chaos en Russie, à sa périphérie. Cet homme est un créateur de chaos. C'est son métier. Et maintenant, il est le numéro 2 au bureau du directeur du renseignement national. Oui, Tulsi fait ce qu'il faut en dénonçant le Russia Gate et en exposant, vous savez, la perfidie de la classe des experts de la Russie en Amérique. Mais vous savez, nous n'avons pas de remplaçant pour eux. Je veux dire, il n'existe pas d'équipe B reconnue dans le système américain comme étant capable de fournir des conseils d'experts qui pourraient améliorer ou remplacer ceux que Trump reçoit de la classe des russophobes de l'État profond. C'est là le vrai problème, car vers qui Trump peut-il se tourner pour obtenir du soutien? Il a J.D. Vance, qui je crois est de son côté. Il a Tulsi Gabbard, mais elle doit composer avec une réalité politique très difficile. John Ratcliffe déteste les Russes. Il n'y a personne d'autre dans son équipe. Je veux dire, il y a RFK Jr., mais il a été marginalisé. Vous savez, il s'occupe des questions de santé. C'est tout. Il ne gère pas les questions liées à la Russie. Il n'y a pas une équipe de personnes là-haut pour soutenir ce président. Et ce président, au bout du compte, ne connaît pas suffisamment la Russie intrinsèquement pour formuler sa propre position fondée sur les faits. Il dépend donc des conseils qui lui sont donnés par la classe russophobe des soi-disant experts. Et tant qu'ils ne seront pas écartés, tant qu'ils ne seront pas remplacés, ce président sera fortement influencé par eux. Les Russes le savent, ils sont très conscients de tout cela. Et comme je l'ai dit, ils sont prêts à laisser la porte ouverte. Ce ne sera pas la Russie qui fermera la porte, ce sera Donald Trump qui la fermera. Et les Russes espèrent que, vous savez, ce moment, ce jour n'arrivera pas. Oui, c'est un problème similaire en Europe. Je pense que la plupart des gens reconnaissent que si l'on veut la prospérité économique et la sécurité, il faut entretenir de bonnes relations avec le plus grand pays d'Europe. Mais d'un autre côté, il est impossible d'agir de manière rationnelle, car tout est considéré comme pro-russe. Donc il n'est pas possible d'adopter cette position politique. Cependant, ces luttes internes aux États-Unis sont assez intéressantes, car vous décrivez en gros un groupe avec une mentalité de guerre froide et un autre groupe, clairement minoritaire, qui souhaite reconsidérer les relations bilatérales, rechercher des intérêts économiques communs, le contrôle des armements, un certain alignement géopolitique, afin que la Russie ne se rapproche pas trop de la Chine. Mais disons, comme je l'ai dit auparavant, que la stratégie européenne consiste simplement à attendre la fin de Trump. Dans quelle mesure Trump change-t-il les choses de façon permanente ici? Je veux dire, l'OTAN peut-elle encore jouer un rôle approprié une fois cette guerre terminée? Je ne pense pas. Je veux dire, analysons un peu la situation. Trump s'attribue le mérite d'avoir poussé les membres de l'OTAN à augmenter leurs dépenses de défense de 2% à 5% du PIB. Vous savez, beaucoup de gens disent que cela revient simplement à doubler la taille de leur budget de défense. Non, non, non. On parle ici du PIB. Donc en gros, il s'agit de prélever de l'argent sur un budget limité. Et où allez-vous trouver cet argent? Parce qu'on en est au point où ces nations équilibrent leur budget militaire depuis des décennies. Elles ont d'autres problèmes budgétaires à gérer, notamment les retraites. Ils s'occupent, vous savez, de la santé, ils s'occupent, vous savez, des filets de sécurité sociale, etc. Pour répondre à cette exigence de 5% aujourd'hui, ils doivent aller démanteler ces programmes établis. C'est politiquement dévastateur et économiquement dévastateur. Cela menace la société dans son ensemble. On parle beaucoup de constituer, vous savez, de grandes armées, etc. Mais comment? Avec quoi? Avec quelles ressources militaires? Je veux dire,
Où est leur base industrielle de défense? Elle ne fonctionne pas. Elle n'existe pas de manière significative. Alors quoi? L'Europe est censée acheter toutes les armes américaines. Eh bien, nous n'avons pas une industrie de défense capable de fournir ces armes dans des délais raisonnables. Donc je pense que vous savez, tout ce discours sur un élargissement de l'OTAN est tout simplement absurde. L'OTAN, c'est fini. L'OTAN, c'est terminé. Alors que nous parlons de l'unité de l'Europe, gardons simplement la réalité suivante à l'esprit. Il y a deux autres alliances militaires qui se développent sur le sol européen et qui impliquent des membres de l'OTAN. L'une est une alliance entre les Croates, les Albanais et les Kosovars. Ils ont créé cette alliance parce qu'ils s'opposent aux Serbes, aux Slovaques et aux Hongrois. Nous avons donc là deux nouvelles alliances militaires qui se forment en plein cœur de l'Europe centrale. Comment l'OTAN va-t-elle gérer cela? Parce que deux des trois nations de chaque côté de ces nouvelles alliances sont membres de l'OTAN. L'OTAN va-t-elle entrer en guerre contre elle-même? Regardez la Hongrie en ce moment. En gros, ils subissent une guerre économique déclarée par l'Ukraine, et l'Ukraine est soutenue par l'Union européenne et l'OTAN. Donc l'Ukraine, qui n'est pas membre de l'UE, mène une guerre économique existentielle, une sorte de guerre hybride contre la Hongrie, et elle est soutenue par l'Europe et l'OTAN, au lieu que l'Europe et l'OTAN soutiennent la Hongrie. Cela ne mène pas à l'unité, pas du tout. Je vois donc simplement l'Europe incapable de tenir les promesses, les engagements qu'elle prend aujourd'hui. C'est vraiment un tigre sans dents. A toothless tiger.